Chloé s'est moquée de mes chaussures contrefaites aux funérailles d'Amélia, celles qu'Amélia m'avait offertes pour notre anniversaire. Quand j'ai finalement pris la parole, elle a levé les yeux au ciel et a dit « Peu importe. T'étais juste son petit secret honteux. » Je l'ai juste regardé, sans rien dire. C'était il y a 11 semaines. Et ce matin, elle était devant ma porte, en larmes. Elle me suppliait de ne pas révéler ce que je sais. J'étais en couple avec Amélia en secret depuis 1 an quand j'ai appris qu'elle s'était donné la mort. Ses funérailles ont eu lieu 1 semaine plus tard, et je suis venu dans une tenue noire très simple, ne voulant pas qu'on me reconnaisse. J'ai tout de suite remarqué que j'étais le seul homme noir présent, et en voyant ses meilleurs amis, j'ai compris pourquoi nous avions tenu notre relation si secrète. Les murmures ont commencé avant même que je trouve une place. C'est qui, lui, et, je l'ai jamais vu, flottait dans la salle comme s'il pensait que je n'entendais pas. Une vieille femme blanche a serré son sac contre elle en me voyant passer, et ma poitrine s'est serrée. C'était exactement ce dont Amélia m'avait protégé. Quand je me suis assis tout au fond, une mère a attrapé le bras de sa fille ado pour la tirer de l'autre côté de la pièce, me lançant un regard noir comme si j'étais une menace pour les funérailles. Madison et Chloé étaient assises 3 rangs devant. Je les avais reconnues grâce à l'Instagram d'Amélia. Elle n'arrêtait pas de se retourner pour me regarder, et Madison a soufflé quelque chose à Chloé, qui a immédiatement baissé les yeux vers mes chaussures. Ce sont des contrefaçons, a dit Madison, sans même essayer de baisser la voix. Il n'a même pas pu s'habiller correctement pour ses funérailles. L'ironie me brûlait la gorge, car c'était Amélia qui m'avait offert ces chaussures pour notre anniversaire en me disant qu'elle adorait comment je les portais. Et regarde ce costume bon marché de chez Walmart, a ajouté Chloé. Elles ont toutes les deux sorti leur téléphone pour me prendre en photo, gloussant comme si on était au lycée, pas à un enterrement. Si irrespectueux. J'essayais de me concentrer sur la cérémonie, sur la photo d'Amélia posée à l'avant, mais je ne pouvais pas arrêter les larmes qui coulaient sur mon visage. Mes mains tremblaient pendant que je les utilisais pour couvrir mon visage, essayant de faire mon deuil en silence, mais même ça est devenu une cible. Regarde-le pleurer comme ça, a chuchoté quelqu'un derrière moi. Un vrai homme se contrôle, a dit quelqu'un d'autre. Madison s'est retournée complètement, me dévisageant les yeux plissés. Il se parle tout seul, a-t-elle murmuré à Chloé, assez fort pour que toute la section entende. Je crois qu'il est instable. Le chagrin m'étranglait, me faisait balancer légèrement d'avant en arrière, et la voix de Chloé a encore retenti, regarde comme il se balance. Il y a un truc qui cloche chez lui. Je pense qu'il est autiste. Elle a attrapé le bras de Madison. On devrait appeler quelqu'un. Il pourrait péter un câble. Ces gens mentalement dérangés croient à des liens qui n'existent pas, a ajouté un parent plus âgé, et mon estomac s'est retourné. Il pensait que j'étais juste un inconnu venu de nulle part. Il a besoin d'aide, pas d'être ici à déranger tout le monde, à lâcher une femme. Plusieurs personnes se sont levées pour changer de place, en secouant la tête ostensiblement en s'éloignant de moi. L'espace autour de moi s'est élargi comme si j'étais contagieux. Et puis Chloé a commencé à m'imiter, se balançant d'avant en arrière comme moi, en se moquant de mon chagrin, pendant que Madison filmait avec son téléphone. Leur cruauté me faisait serrer les poings à m'enfoncer les ongles dans les paumes. Quand je me suis enfin levé pour m'approcher du cercueil et dire au revoir à la seule personne qui m'avait vraiment vu, la voix de Madison a éclaté, claire et tranchante. Oh mon Dieu! C'est ce taré qui était obsédé par elle. L'accusation m'a frappé comme un coup de poing, et tout le monde s'est retourné pour me fixer. Il a sûrement des photos d'elle dans son téléphone, là, tout de suite, a-t-elle continué, cherchant à attiser la foule. Chloé a renchéri, le visage déformé par le dégoût, c'est malsain. Il prend son pied en la voyant comme ça. Les parents d'Amélia se sont levés, rejoints par plusieurs membres de la famille, formant une barrière humaine entre moi et le cercueil. La voix de Madison a encore résonné par-dessus le vacarme croissant. Ne le laissez pas approcher du cercueil. Ces pervers font des trucs dégoûtants. J'étais figé, incapable de me défendre sans empirer la situation, quand soudain, la petite sœur d'Amélia a brisé les rangs de ses parents et a couru droit vers moi. Tyrone. Elle m'a sauté dans les bras, et tout le monde s'est figé. En larmes, elle a supplié, montre-leur la constellation. Celle que vous avez tous les deux. Mes mains tremblaient tandis que je relevais ma manche, révélant le tatouage complexe d'une constellation avec les initiales, E+J, cachées dans les étoiles. La mère d'Amélia a poussé un cri étouffé et s'est précipitée vers le cercueil, soulevant le poignet d'Amélia. Le même tatouage. Exactement. Elle disait que tu étais son âme sœur, a murmuré sa sœur. Le silence est tombé sur la salle comme une chape de plomb. Madison et Chloé ont reculé, blême. On savait pas, a bégayé Madison. Le téléphone de Chloé est tombé par terre, oublié. On croyait juste que... Le silence s'est étiré. On aurait dit qu'il durait depuis des heures, alors que ce n'était probablement que quelques secondes. Madison ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau, tandis que Chloé se penchait pour ramasser son téléphone, les mains tremblantes. La salle entière semblait suspendue dans le temps, chacun digérant ce qu'il venait de voir. La mère d'Amélia s'est approchée lentement, les yeux rivés sur mon tatouage. Ses doigts tremblaient alors qu'elle traçait la forme dans l'air, sans toucher ma peau. La constellation Cassiopée, avec nos initiales tissées dans les étoiles.
Amelia l'avait dessiné elle-même, pendant l'une de nos discussions tardives sur l'avenir qu'on n'aurait jamais. Le père d'Amelia s'est raclé la gorge, brisant le charme. Il a fait signe à tout le monde de reprendre place, le visage partagé entre confusion et reconnaissance naissante. Il a échangé un regard avec sa femme, et quelque chose est passé entre eux qui m'a encore plus serré le cœur. Le service a repris, mais l'atmosphère avait totalement changé. Là où il y avait des murmures hostiles et des regards soupçonneux, il n'y avait plus que silence gêné et regards fuyants. Madison et Chloé restaient figés sur leur chaise, ne se retournant plus. La mère qui avait éloigné sa fille regardait maintenant le sol, le visage cramoisi. Quand le pasteur a invité ceux qui le souhaitaient à partager des souvenirs, je suis resté assis. Mes jambes étaient en coton, et je n'étais pas sûr de pouvoir atteindre le pupitre sans m'écrouler. Et puis, que pourrais-je dire sans tout aggraver? Que nous avions été ensemble pendant 1 an, et que personne ici ne le savait? Quelle avait-tu peur de leur jugement, de ce qui venait justement de se produire? Madison s'est levée à la place, la voix tremblante, pour parler de virée shopping et de soirée pyjama, des mots creux sur une amitié qui comptait visiblement plus pour elle que pour Amelia. Chloé a enchaîné avec une anecdote sur des essayages de robes de bal, évitant soigneusement mon regard. Après la cérémonie, alors que les gens se dirigeaient vers leur voiture pour la procession au cimetière, la petite sœur d'Amelia m'a attrapé la main. Elle s'appelait Alexandra, mais Amelia l'appelait toujours Elle. Elle n'avait que 14 ans, mais déjà la détermination farouche de sa sœur. « Maman veut te parler », a-t-elle murmuré, m'entraînant vers une petite pièce à l'écart où ses parents m'attendaient. Et la conversation qui a suivi m'a brisé le cœur, une fois de plus. Ils savaient qu'Amelia voyait quelqu'un. Ils avaient remarqué les changements chez elle au cours de l'année écoulée, le bonheur qui illuminait son visage quand elle regardait son téléphone, la manière minutieuse dont elle se maquillait même pour de simples courses. Ils avaient posé des questions, mais elle avait toujours éludé, disant que ce n'était pas encore sérieux. Sa mère me montra de nouveau le poignet d'Amelia, caressant du doigt le tatouage qu'il n'avait découvert qu'après sa mort. Il s'était interrogé sur les initiales, avait même demandé au directeur des pompes funèbres s'il était possible d'en connaître la signification. Maintenant, il savait. E pour Emily, son deuxième prénom, celui qu'elle avait toujours préféré. J pour James, mon deuxième prénom, celui qu'elle disait sonner comme un prince de conte de fées. Elle tenait un journal intime, dit doucement son père. On n'a pas encore pu le lire. Mais peut-être que toi, tu devrais. Le carnet en cuir qu'ils me tendirent, je le reconnus immédiatement. Amelia l'emportait partout avec elle, y écrivant souvent pendant nos rendez-vous, dès que l'inspiration surgissait. Je la taquinais en l'appelant la poétesse, mais elle se contentait de sourire et disait qu'elle voulait se souvenir de tout. Je rangeais le carnet dans ma veste, contre mon cœur, alors que nous nous préparions à partir pour le cimetière. Dehors, Madison et Chloé étaient regroupées près d'un SUV noir, entourés de leurs parents. Quand elles me virent sortir aux côtés de la famille d'Amelia, leur visage pâlit de nouveau. Le service au cimetière était plus intime. Cette fois, je me tenais aux côtés de la famille, la main d'Elle dans la mienne, pendant qu'on descendait Amelia en terre. Le poids du journal contre ma poitrine me rappelait tous les secrets que nous avions gardés, tous ces instants volés dans l'ombre parce que le monde n'était pas prêt pour nous. Alors que la terre frappait le cercueil, j'entendis Madison chuchoter frénétiquement à sa mère. Chloé pleurait, mais cela ressemblait plus à de la panique qu'à du chagrin. Elle jetait des regards vers moi, vers les parents d'Amelia, vers la tombe. La réalité de ce qu'elles avaient fait pendant les funérailles commençait à les rattraper. Après l'inhumation, alors que les gens commençaient à se disperser, la mère d'Amelia s'approcha de Madison et Chloé. Je n'entendis pas ce qu'elle leur dit, mais je vis la façon dont elles sursautèrent, la dureté sur les visages de leurs parents. Quelles que furent les paroles échangées, cela se termina par un départ précipité des 2 filles, poussées jusqu'à leur voiture. La réception eut lieu chez Amelia, un endroit où je n'avais jamais pu aller de son vivant. Franchir le seuil me semblait irréel, découvrir la vie qu'elle menait quand nous n'étions pas ensemble. Des photos de famille tapissaient les murs, y compris des récentes où son sourire ne semblait pas tout à fait sincère. Je me retrouvai finalement dans sa chambre, et m'y ayant discrètement conduit pendant que les adultes discutaient en bas. C'était exactement comme elle me l'avait décrit. Des guirlandes lumineuses accrochées au plafond, des étagères débordantes de livres, son bureau encore encombré de dossiers de candidature à des universités qu'elle n'enverrait jamais. Elle parlait tout le temps de toi, dit Elle, assise sur le lit. Pas avec ton nom, mais je savais. Elle rentrait de vos rendez-vous en rayonnant. Sur la table de nuit, une photo me frappa. Je la reconnaissais, même si j'avais été soigneusement recadré. Elle venait de notre sortie au jardin botanique, 3 mois plus tôt. Sur l'original, nous rions tous les deux, mon bras autour de ses épaules. Faire mauvaise impression, c'est une chose. Mais là, c'était un désastre multiplié par 1000. Ces gens avaient réussi à transformer des funérailles en masterclass de préjugés et de conclusions hâtives, avec en prime des vidéos et des réactions dignes d'un soap opéra. Ici, c'était juste elle. Mais si l'on regardait attentivement, on voyait encore le bord de ma main sur son épaule. Madison et Chloé sont venues la semaine dernière, poursuivit Elle, la voix baissant. Après ce qui s'est passé. Elles ont fouillé dans sa chambre, ont pris certaines affaires, disant que c'était des souvenirs qu'elle voulait garder.
Mon estomac se noie. Je pensais à toutes les photos dans le téléphone d'Amelia, celles de nous deux qu'elle avait si soigneusement gardées privées. Les avait-elle vues? Est-ce pour cela que Madison avait été si rapide à me traiter d'obsédé, de cinglé? En bas, la réception continuait avec des conversations calmes et des souvenirs partagés. Je restais dans la chambre d'Amelia plus longtemps que je n'aurais dû, essayant de mémoriser chaque détail. C'était la dernière fois que je serais aussi proche d'elle. Quand je redescendis enfin, la foule s'était clairsemée. Madison et Chloé étaient visiblement absentes, mais leurs parents étaient encore là, parlant à voix basse avec d'autres adultes. Je saisis des bribes de conversation sur la formation à la sensibilité et le soutien psychologique, et je compris que ce qui s'était passé aux funérailles n'était pas passé inaperçu dans la communauté. Le père d'Amelia me prit à part alors que je m'apprêtais à partir. On organise une cérémonie privée la semaine prochaine, dit-il. Juste la famille et les vrais amis. Les vrais. On aimerait que tu sois là. Je hochai la tête, incapable de parler tant ma gorge était nouée. Il me tendit une carte avec son numéro, quelque chose qu'Amelia n'avait jamais osé me donner. Il faut qu'on parle, poursuivit-il. D'Amelia, de pourquoi elle a cru devoir se cacher, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on pleure. En allant vers ma voiture, je vis la mère de Madison s'approcher. Elle semblait mal à l'aise, se tordant les mains en s'arrêtant devant moi. Je suis désolée pour ce qui s'est passé là-dedans, dit-elle d'un ton raide. Les filles, elles ont du mal à encaisser sa mort. Ce n'est pas une excuse, mais le chagrin pousse parfois à faire des choses terribles. J'avais envie de lui dire que le chagrin ne rend pas raciste, qu'il ne rend pas cruel, mais je me contentais de hocher la tête avant de poursuivre vers ma voiture. Ce n'était ni le moment, ni l'endroit pour cette discussion. Le trajet du retour me parut interminable. Le journal reposait sur le siège passager, mais je n'avais pas la force de l'ouvrir. Pas en conduisant. Pas tant que la plaie était encore béante. J'attendrais d'être chez moi, pour pouvoir m'effondrer en paix. Mon téléphone vibrait, rempli de messages de numéros inconnus, probablement des gens de l'enterrement qui avaient eu mon contact par les parents d'Amelia. Je verrai ça plus tard. Pour l'instant, je voulais juste rentrer. Mais en arrivant à mon immeuble, je reconnus une voiture familière garée sur une place visiteur. La Mercedes blanche de Madison, celle qu'Amelia moquait toujours avec un sourire en coin. Mes mains se crispèrent sur le volant alors que je me garais, hésitant à faire demi-tour. Avant que je puisse décider, Madison sortit de sa voiture. Elle avait l'air différente de l'enterrement. Plus petite. Écrasée. Son maquillage parfait était taché, et elle tenait son téléphone comme une bouée de sauvetage. Je sortis lentement de la voiture, gardant mes distances. Je n'étais pas certain de vouloir entendre ce qu'elle avait à dire. Mais elle resta là, semblant chercher ses mots pour la première fois depuis que je la connaissais. « J'ai quelque chose, dit-elle enfin, dans un souffle. Quelque chose qui appartenait à Amelia. Quelque chose que j'ai pris, que je n'aurais pas dû. » Elle tendit une petite clé USB, les mains tremblantes. « Ce sont des photos, de vous deux. Je les ai trouvées sur son ordinateur portable la semaine dernière, quand on aidait sa mère. J'allais les supprimer, mais... » Je pris la clé, mes doigts frôlant brièvement les siens. Elle sursauta à ce contact, se reculant aussitôt. « Je ne demande pas pardon, » continua-t-elle. « Ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est inexcusable. Mais Amelia t'aimait. C'est évident maintenant. Et tu mérites d'avoir ses souvenirs. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta un instant. « Pour ce que ça vaut, tu l'as rendue heureuse. Plus que nous ne l'avons jamais fait. » Et elle s'en alla, me laissant seul sur le parking, tenant dans mes mains une clé USB qui contenait peut-être les seules photos d'Amelia et moi, ensemble. Le poids de l'objet me semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû, comme si je tenais son cœur entre mes mains. De retour dans mon appartement, je déposai le journal intime et la clé USB sur la table basse et les fixai un long moment. 2 morceaux d'Amelia que je n'aurais jamais pensé posséder. 2 fragments qui pourraient m'aider à comprendre pourquoi elle avait pris cette décision, mais pas ce soir. Ce soir, j'avais juste besoin de me souvenir de son rire, de son sourire, de la façon dont elle traçait des constellations sur ma peau en parlant de l'avenir. Ce soir, j'avais besoin de faire mon deuil, de la femme que j'aimais, de la vie que nous n'aurions jamais, et des secrets qui nous avaient tout coûté. Demain, j'affronterai ce qu'il y avait dans ce journal. Demain, je regarderai ces photos et je me souviendrai des meilleurs moments. Mais ce soir était dédié aux larmes, à la colère, au poids écrasant de la perte. Assis dans l'obscurité de mon appartement, je pensais à Madison et à Chloé, à la culpabilité qu'elles porteraient désormais, au fait que leur cruauté avait été dirigée contre la personne que leur meilleur ami aimait. Ce n'était pas vraiment de la justice, mais c'était déjà quelque chose. La sœur d'Amelia m'avait envoyé un message pendant que je conduisais. Un message simple. Elle t'aimait. N'en doute jamais. Je me raccrochais à ces mots alors que la nuit s'étirait. Alors que la réalité d'un monde sans Amelia s'abattait sur moi comme un linceul. Elle m'avait aimé, même si elle avait eu trop peur de l'assumer en public, et je l'avais aimé, même si je n'aurais jamais l'occasion de le prouver à tous ceux qui doutaient de nous. Le journal m'attendait sur la table, silencieux et patient. Demain, je découvrirais les secrets qui le renfermaient, mais ce soir, je me contentais de murmurer son nom dans l'obscurité, en espérant que, quelque part, elle puisse m'entendre. Le lendemain matin, je me réveillai les yeux gonflés d'avoir pleuré,
et le journal était toujours là sur la table basse. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de numéros inconnus et des dizaines de messages. Je l'ai parcouru en préparant mon café, les mains encore tremblantes. La plupart venaient de personnes présentes aux funérailles, leurs messages oscillaient entre excuses maladroites et menaces voilées. Un numéro avait appelé plusieurs fois dans la nuit. Quand j'écoutais le message vocal, la voix de Madison emplit ma cuisine, pâteuse et désespérée. Elle parlait de façon incohérente, disait qu'elle avait besoin de me parler, évoquait des choses que je ne comprenais pas, et expliquait que tout s'écroulait. Je supprimai le message avant même d'en entendre la fin. Le journal me parut plus lourd encore quand je le pris enfin entre mes mains. L'écriture d'Amelia couvrait chaque page. Son écriture soignée retraçait notre année ensemble de façon que je n'aurais jamais imaginée. Elle avait écrit sur notre première rencontre à la librairie, sur comment elle avait fait semblant de chercher un livre juste pour pouvoir me parler. Elle avait noté chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque moment où elle était tombée un peu plus amoureuse. Mais entre les lettres d'amour se trouvaient des pages plus sombres. Elle écrivait sur le racisme ordinaire de Madison et Chloé, leurs remarques sur ces gens-là, leur jugement envers quiconque avait une apparence différente. Elle décrivait la façon dont elle avait caché notre relation, pas seulement à elle, mais à tout le monde, terrifiée de ce qu'elle pourrait me faire si elle savait. Le poids de son secret l'écrasait, et je ne l'avais jamais pleinement compris jusqu'à maintenant. Quand je branchais la clé USB, des centaines de photos s'affichèrent, nous deux au parc, dans des restaurants, dans des quartiers où personne ne nous connaissait, des selfies pris dans ma voiture pendant nos virées nocturnes. Mais il y avait d'autres fichiers aussi. Des vidéos qu'Amelia avait prises de Madison et Chloé sans qu'elles le sachent. Dans une vidéo datant d'à accent grave peine un mois, elles étaient assises dans la chambre d'Amelia pendant qu'elle était dans la salle de bain. Madison fouillait le téléphone d'Amelia, riait de nos messages et faisait des remarques cruelles. Comment Madison était-elle passée de détruire des preuves à me remettre soudainement la clé USB contenant toutes nos photos? Le fait qu'elle passe de la cruauté aux funérailles à cette soudaine générosité me faisait me demander ce qui avait bien pu changer aussi vite. Chloé suggérait de vérifier si Amelia avait enfin trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour sortir avec elle. Elle ne s'était arrêtée que lorsqu'elles avaient entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir. Une autre vidéo les montrait à une fête, discutant en état d'ébriété de la manière dont elles gardaient Amelia dans leur cercle uniquement parce qu'elle les faisait paraître meilleures par comparaison. Elles se moquaient de son anxiété, de sa dépression, des médicaments qu'elles avaient vus dans sa salle de bain. Leur cruauté était banale, répétée, comme si elles agissaient ainsi depuis des années. Mon téléphone sonna. La voix du père d'Amelia était fatiguée quand je décrochai. Il m'expliqua que les parents de Madison et Chloé appelaient depuis le matin, exigeant de savoir pourquoi leur fille était harcelée en ligne. La vidéo des funérailles était devenue virale dans leur communauté, et les gens les reconnaissaient, les interpellaient sur leur comportement. Il me demanda de passer chez eux, dit qu'il devait me parler de tout ça. J'entendais la mère d'Amelia pleurer en arrière-plan, et la voix d'Ali qui tentait de la consoler. La douleur qui régnait dans cette maison était palpable, même au téléphone. En arrivant, je vis plusieurs voitures garées dans l'allée. Par la fenêtre, je distinguais les parents de Madison et Chloé dans le salon, le visage rouge de colère ou de honte. Ali m'ouvrit la porte, me prit la main et me tira à l'intérieur avant que je puisse changer d'avis. La confrontation qui suivit fut brutale. La mère de Madison m'accusa de manipuler la situation pour attirer l'attention. Le père de Chloé menaça de porter plainte pour diffamation, sans pouvoir expliquer en quoi exactement leur réputation avait été atteinte. Ils exigèrent que je supprime des publications que je n'avais pas faites, des vidéos que je n'avais pas partagées. La mère d'Amelia se leva lentement, tenant encore le journal que je lui avais rendu ce matin-là. Elle avait tout lu, vu la douleur de sa fille étalée sur chaque page. Sa voix tremblait quand elle leur parla des passages, de comment leur fille avait fait sentir à Amelia qu'elle ne valait rien, de sa peur de me présenter à eux à cause de ce qu'elle pourrait faire. Madison et Chloé restèrent muettes pendant tout l'échange, leur arrogance passait en volée. Lorsque la mère d'Amelia lut un passage où elle disait à Amelia, une semaine avant sa mort, qu'elle était trop moche pour sortir avec qui que ce soit, Madison éclata en sanglots. Mais même ses larmes semblaient fausses, plus motivées par le fait d'avoir été démasquée que par un réel remords. La réunion se termina lorsque le père d'Amelia demanda à tout le monde de partir, sauf moi. En les voyant sortir, j'entendis la mère de Chloé gronder sa fille dans l'allée, plus préoccupée par leur réputation que par les actes de sa fille. Les parents de Madison étaient déjà au téléphone, probablement en train d'appeler des avocats ou des spécialistes en communication de crise. Une fois seul avec la famille d'Amelia, la vraie conversation débuta. Ils voulaient tout savoir sur notre relation, sur leur fille qu'ils n'avaient connue qu'en partie. Je leur parlais de nos rendez-vous secrets, de nos projets après l'université, de comment on voulait s'installer quelque part où les couples mixtes ne suscitaient pas de regard. Ali me montra l'ordinateur portable d'Amelia, qu'elle avait caché à Madison et Chloé lorsqu'elles avaient fouillé la chambre. Dessus se trouvaient des brouillons de lettres qu'Amelia n'avait jamais envoyées, dont une destinée à ses parents pour leur révéler notre relation. Elle comptait leur dire après l'obtention de son diplôme, au moment où elle pourrait subvenir seule à ses besoins si leur réaction était mauvaise, mais elle s'était trompée. Son père admit qu'ils avaient soupçonné qu'elle fréquentait quelqu'un, qu'ils espéraient qu'elle leur ferait confiance. Ils ne s'étaient jamais souciés de la couleur de peau, seulement du bonheur de leur fille.
Le poids de cette révélation, que nous avions caché notre amour pour rien, était presque insupportable. Alors que nous parlions, mon téléphone ne cessait de vibrer. La vidéo s'était répandue au-delà de leur cercle immédiat, et les gens commençaient à partager leurs propres histoires sur Madison et Chloé. D'anciens camarades de classe décrivaient des années d'intimidation déguisées en amitié. D'autres filles racontaient avoir été exclues de leur groupe pour ne pas être assez jolies ou assez riches. Une fille nommée Sarah m'a envoyé des captures d'écran de messages datant du lycée, dans lesquels Madison et Chloé avaient établi un système de notation pour leurs amis, avec Amelia constamment en bas du classement. Elle l'avait partagé à grande échelle, l'humiliant tout en prétendant être ses meilleurs amis. Leur cruauté remontait à des années en arrière, un schéma de comportement qui venait enfin d'être révélé. Elles avaient publié des excuses soigneusement rédigées, pleines de voix passives et de références vagues à des malentendus et aux chagrins qui feraient agir les gens de façon inhabituelle. Les sections de commentaires étaient impitoyables, dénonçant chaque esquive et chaque demi-vérité. Quelqu'un avait retrouvé et partagé la photo d'Instagram d'Amelia où j'avais reconnu Madison et Chloé. Sur cette photo, Amelia se tenait légèrement à l'écart du groupe, son sourire ne touchait pas ses yeux, tandis que ses meilleurs amis posaient au centre. Le langage corporel racontait toute l'histoire, et les gens le voyaient enfin. J'ai passé des heures à relire le journal, cette fois en me concentrant sur les entrées concernant nos projets d'avenir. Nous avions fait des recherches sur les villes où les couples mixtes étaient plus courants, où nous pouvions marcher main dans la rue sans crainte. Elle avait mis en favori des appartements et des offres d'emploi, créé tout un tableau Pinterest des endroits où nous pourrions construire notre vie. L'ironie était écrasante. Nous avions élaboré des plans si précis pour fuir le jugement, sans jamais réaliser que le véritable poison venait de personnes qu'elles ne pouvaient pas fuir. Madison et Chloé avaient lentement sapé son esprit pendant des années, et je n'avais vu que l'acte final. Au fil des jours, d'autres personnes nous ont contactés avec leurs propres témoignages sur Madison et Chloé. Des parents qui avaient ignoré les plaintes de leurs enfants commençaient soudainement à les croire. Le directeur de leur ancien lycée a lancé une enquête sur des incidents passés. Leur université a reçu de nombreux signalements concernant leur comportement, non pas pour des poursuites judiciaires ou attirer l'attention des médias, mais pour que les familles puissent enfin connaître la vérité. Des parents qui avaient vu leurs enfants souffrir sans comprendre pourquoi. Des amis qui avaient été repoussés sans explication. Nous nous sommes réunis chez Amelia, ses parents tenant à accueillir tout le monde. Ensemble, nous avons créé un réseau de soutien pour ceux qui avaient été ciblés par des amitiés toxiques. Pas une organisation formelle, juste des gens qui comprenaient la douleur des autres. La famille de Madison a tenté de faire du contrôle des dégâts par l'intermédiaire de leur avocat. Des lettres de mise en demeure sont arrivées à plusieurs domiciles, menaçant d'action en justice si les gens ne cessaient pas de diffamer leur fille. Mais la vérité n'est pas de la diffamation, et tout le monde le savait. Chloé a tenté une autre approche. Elle s'est présentée à une réunion du groupe de soutien, affirmant qu'elle voulait s'excuser et faire amende honorable. Mais lorsqu'on lui a demandé de prendre une véritable responsabilité, elle s'est défilée et a trouvé des excuses. Elle est partie quand il est devenu évident que personne n'était intéressé par sa performance de rédemption. Le fonds commémoratif que nous avions créé au nom d'Amelia continuait de croître à mesure que les contributions affluaient. Des commerces locaux ont fait des dons après avoir entendu l'histoire par leurs employés. Une thérapeute spécialisée dans les relations toxiques a proposé des séances gratuites à ceux qui avaient été affectés. Ce soir-là, je me suis assis avec le journal, la clé USB et l'album souvenir étalés devant moi. Ces fragments d'Amelia étaient tout ce qu'il me restait, mais ils peignaient le portrait d'un amour réel, même s'il avait été caché. Demain, je commencerai à partager notre histoire selon mes propres termes, pas pour la gloire virale ou la vengeance, mais pour honorer qui Amelia était vraiment et l'amour que nous partagions. Je porte toujours fièrement le tatouage de la constellation. Quand on me demande ce qu'il signifie, je parle d'Amelia, de notre amour, de nos rêves, et de l'importance de vivre de manière authentique. Madison et Chloé avaient essayé d'effacer cet amour. Elles ont échoué.